Le décryptage de ce lundi 2 mai, si vous nous écoutez en replay, c'est la partie décryptage, deuxième partie de notre émission. Merci, mille merci à tous les fidèles là sur YouTube, sur Twitch, parce que vous êtes vraiment nombreux en ce lundi matin, donc ça fait vraiment plaisir. 11h22 et vous êtes plus de 500 là sur Twitch, 600 sur YouTube. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous embête toujours avec ça sur YouTube, n'hésitez pas le petit pouce. Vous l'avez bien fait sur le live de samedi, vous avez vraiment été au top là-dessus. N'hésitez pas à liker pour nous soutenir. Dans cette partie décryptage, voilà, on va prendre un peu l'avis avec Seb sur cette première année du projet Roberto De Zerbi, Longoria, Benatia. Un projet qui a finalement bien commencé avec cette deuxième place. Au début de saison, on se disait, moi je faisais partie de ceux qui disaient, même si on finit cinquième, faut amener de la continuité et garder De Zerbi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans une saison. On a senti même De Zerbi, parfois moi je le faisais en conf, surtout après les matchs, je sentais vraiment déjà très fatigué. On a vu l'interview de Benatia aussi qui a dit que passer cette année-là à l'OM l'avait fatigué. Toi, quel est ton regard, Seb, sur cette première année de ce projet-là? Est-ce que tu étais satisfait pleinement? Qu'est-ce que tu vois où on pourrait s'améliorer? Voilà un petit peu prendre le pouls sur ça. Moi, je te dis, franchement, je suis vraiment amoureux de Roberto De Zerbi. Non pas parce qu'il nous a menés à la seconde place, puisque Sampaoli nous avait amené à la seconde place, mais je disais, ce football, là, tiki-taka, tout ça, j'en peux plus, on voit que du handball, etc. Tudor, je vous disais, j'ai kiffé le style de jeu Tudor, mais je savais, pour en parler avec certains, que son management était vraiment trop rigoureux, était trop dur, il parlait vraiment mal aux joueurs, et ça s'est vu quand il n'a pas pris Payet pour le déplacement. Ça s'est très mal passé avec beaucoup de joueurs. À Lille, ça s'est très mal passé, donc tu ne peux pas construire sur l'avenir, sur la durée, en parlant mal aux joueurs. Il faut avoir une main de fer dans un gant de velours, c'est un peu l'expression. Et je trouve que c'est ce que représente parfaitement Roberto De Zerbi, c'est-à-dire quand il a dû piquer Greenwood et Henrique, il l'a fait à un moment donné. Alors peut-être qu'il s'est déjugé à la mi-temps, les faisant rentrer, mais en attendant, il avait quand même pris ses responsabilités. J'ai vu un garçon, donc Roberto De Zerbi, qui est parti sur un 4-3-3 en début d'année pour ensuite basculer sur une défense à 5, pour ensuite passer sur un 4-2-3-1. Donc je veux dire, il n'a fait que s'adapter perpétuellement aux forces et aux faiblesses de son effectif. C'est sa première année à lui, donc il a vu qu'un Greenwood c'était ultra efficace d'un point de vue offensif, mais que d'un point de vue défensif de temps en temps. Donc c'est là où il a fait la bascule après Auxerre, en disant bon, on va décharger un petit peu Mason Greenwood, là où d'autres auraient dit bon, Greenwood il fait pas les efforts, allez, je m'en passe, j'en veux plus, je le fais rentrer 10 minutes à la fin. Mais lui, non, il a réfléchi. Pourquoi? Parce que cet entraîneur, cet homme, dit perpétuellement, moi je suis là pour tirer le meilleur de mon effectif, la quintessence. Est-ce qu'il a tout bien fait? Non, mais il le dit aussi avec humilité et honnêteté. Je ne fais pas toujours bien, je peux me tromper par moment, j'ai ma vision, j'ai des principes. Est-ce que moi, Sébastien Volpe, dans ma société, dans ma vie de famille, dans ma vie de couple, dans tout ce que je peux entreprendre dans la journée, quel que soit le secteur, je fais toujours juste? Bien sûr que non. Il y a des fois où je fais des choix et avec le recul, je me dis « Ah, mais c'est pas ce choix-là que j'aurais dû faire, c'est un autre. » Eh bien, lui, c'est pareil, il se trompe. Mais il n'hésite pas à se remettre en question. Il est passionné de fou. Quand ça allait pas bien, il a dit on fait le retiro, on part à Rome, on se retrouve entre nous. Forcé de constater que tous, on dit c'était une initiative extraordinaire parce que ça nous a créé des liens, ça nous a renforcé la cohésion de groupe et tout. Et des journalistes parisiens, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, parce que c'est factuel, c'est pas dénigré, c'est pas ostracisé, c'est juste qu'ils sont parisiens ou qui travaillent pour des médias parisiens. On dit oui, des tensions dans le groupe, des tensions entre Mehdi Benassia et De Zerbi, des tensions. Bon, il y avait au final, De Zerbi t'explique en conférence de presse que c'est ce qui lui a fait le plus mal, parce qu'il n'y a jamais eu de tension et les joueurs ne sont... Des tensions, oui, mais comme dans la vie d'un groupe, mais il n'y a jamais eu le groupe totalement contre Roberto De Zerbi. En plus, avec Benatia, c'était pas des tensions, il y a eu quelques petits désaccords, mais comme tu vois, dans la vie de tous les jours, on va avoir des désaccords sur des choses, des articles, des fois tu n'es pas d'accord sur les articles qu'on veut écrire, tu dis non, voilà, c'est des discussions, mais il n'y a pas eu de tension. C'est vrai que des fois,
cette année, j'ai l'impression qu'on a eu tendance, pas nous, mais certains médias ont eu tendance à romancer un peu certaines choses. Des fois, tu entendais les murs ont tremblé. Les murs ont tremblé, Olbiak s'en est pris à Enrique, Rabiot s'en est pris à Greenwood. Et au final, tu vois que tout ce beau monde, quand ils gagnent un match, ils se prennent dans les bras. Je veux dire, j'ai jamais vu Payet et Thauvin se faire dégâter à la fin d'un match juste pour faire croire qu'on savait qu'il y avait une animosité. Ouais. Bon, ils pouvaient se checker, dire bravo, sans plus, quoi. Tiens, il y a Lagdar qui dit « J'ai pas la même vision, Seb. » N'hésite pas justement à appeler. Évidemment. Ouais, n'hésite pas à appeler Lagdar, parce que je sais que Lagdar n'est pas forcément un grand fan de Roberto De Zerbi. Voilà, Loïc va nous afficher le petit numéro juste là. 04 86 68 24 67 04 86 68 24 67. N'hésite pas, Lagdar à appeler, ça sera un plaisir vraiment d'échanger, d'avoir aussi une voix qui n'est pas forcément en accord avec ce qu'on pense, parce que moi je suis vraiment de l'avis de Seb. Moi j'ai vraiment apprécié ce qu'a fait Roberto De Zerbi cette saison, cette capacité aussi à se remettre en question, parce qu'on a beaucoup présenté De Zerbi comme un entraîneur borné, mais finalement on s'est rendu compte au fil de la saison qu'il n'est pas si borné que ça, qu'il cherche aussi des solutions. Et moi, d'avoir un entraîneur investi, moi ça me fait tellement plaisir de voir un entraîneur qui passe sa vie pour l'OM, qui réfléchit et qui veut vraiment emmener l'OM qui voulait emmener l'OM en Ligue des Champions et qui veut faire progresser vraiment cette équipe de l'OM. Tu sens qu'il a des vraies idées aussi, qu'il comprend le foot. Moi, franchement, j'ai envie de lui donner et de lui faire vraiment confiance et de continuer avec lui. Alors après, est-ce qu'on n'est pas à l'abri à ce qu'il y ait un tremblement de terre et qu'il parte, même si non, je ne l'imagine pas du tout. Mais ce serait pour moi c'est la vie du foot. Quand je dis je l'imagine pas, c'est je l'imagine pas. Je dis pas avec conviction, il ne partira pas, faites-moi confiance. Non, évidemment que c'est le foot, il peut partir, mais je l'imagine pas un instant. Tout comme Rabiot, tout comme beaucoup de joueurs. Je veux dire, les mecs se sont battus une saison entière tous ensemble à vivre des émotions fortes en Ligue 1. Là, ils peuvent avoir les mêmes encore plus amplifiées en Champions, et c'est là que les mecs vont partir. J'y crois pas un seul instant. Par contre, c'est vrai qu'on peut se dire là, avec cette... moi, je réfléchis aussi un peu comme ça sur le mercato, parce que là, on va rentrer aussi dans le mercato. Tu vois, sur une année où tu n'as pas de Ligue des Champions, tu as réussi à faire venir De Zerbi, ça t'a permis aussi de faire venir des joueurs assez importants. Moi, j'imagine pas un petit mercato, honnêtement. Je pense qu'on peut quand même être en droit et en mesure de rêver quand même sur ce mercato. Mais c'est pour ça, Slim, que moi, je ne serais pas choqué, et je le dis avant, parce que moi, cette saison, j'ai parlé tout le temps avant. Je vous ai dit en début de saison, je pense qu'on peut titiller le Paris Saint-Germain. Je me suis planté dans les grandes de largeur, et je le reconnais. Je veux dire, j'imaginais, j'ambitionnais avec ce groupe qu'on puisse aller les embêter. Je vous ai pas dit, fermez les yeux, on va être champion, c'est sûr. Je vous ai dit, on va pouvoir... Bon, au final, à 5 journées de la fin, Paris était champion. Donc, je me suis trompé. Mais avant Montpellier, je vous ai dit, les gars, il y a un vent de panique sur Marseille que je ne comprends pas. On a un bel effectif, on a un bon groupe. C'est des joueurs professionnels. Il y a du caractère dans cette équipe. Je ne suis pas inquiet. On va battre Montpellier, on va battre Brest. Je nous voyais gagner à Lille. Si Rouly leur donne pas le but, et je ne lui en veux pas, on gagne à Lille. On a gagné aussi au Havre, certes dans la difficulté, mais on a gagné malgré tout. Et je vous dis, on va gagner contre Rennes avec force et conviction. Évidemment, je ne suis pas voyant, on peut perdre contre Rennes. Mais ma conviction à aujourd'hui, c'est qu'à 90% du temps, tu vas gagner ce match contre Rennes, parce qu'ils vont jouer libérés, sans pression, et que les autres vont pas forcément faire un match de fou. Donc, quand tu parles avant, c'est mieux que quand tu parles après. Et là, je le dis avant le mercato, je ne serais pas chagriné de voir partir Balerdi, alors que je l'adore à mort. Je ne serais pas chagriné de voir partir Greenwood, Højbjerg et qui vous voulez. Alors, pas tous en même temps. Tu comprends? Pas tout le monde. Mais si tu me vends Balerdi, Greenwood, parce que un c'était 45 millions d'euros, l'autre c'était 80 millions d'euros, et que tu as récupéré 120, d'accord, avec ces deux ventes, et que sur les 120, tu me fais venir 4 joueurs, mais c'est 4 très bons joueurs, moi je te dis, je suis OK. Après, c'est vrai que sur Greenwood, bon, là, je sais que tu as parlé en gros, mais sur Greenwood, il y a quand même 50% de la plus-value sur la vente de Greenwood. Donc bon, ce ne sera pas tout à fait ce tarif-là. Mais... Non, mais si tu le vends 80, même si t'en restes que 40 pour toi, tu vois ce que je veux te dire à l'arrivée. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est parce que Greenwood, prenons le cas de Greenwood, j'ai surkiffé le joueur sur la fin de saison. Il a fait des efforts et tout. Mais je vais pas me cacher, moi, Sébastien Volpe,
avec mon franc-parler. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt en disant que toute l'année, avec Max, on ne s'est pas pris la tête, où je disais, il peut faire des efforts quand même. Donc si tu me ramènes un mec qui, comme Mason Greenwood, est capable de marquer des buts à lui tout seul, un peu comme, tu vois, Lamine Yamal, quand je le vois jouer, je lui vois faire tout le temps des efforts. Il revient, il prend le ballon, il repart de l'avant, il revient, il prend le ballon, il revient. Même, je trouve que dans sa participation au jeu, c'est différent. C'est différent. Je veux dire, donc si tu me fais venir un mec, tu vois, moi, Lookman, les quelques fois où je l'ai vu jouer, c'est pas que je suis un amoureux de Lookman, tu vois, je parle de lui parce qu'il m'avait impressionné. Pas forcément que contre nous dans la double confrontation, mais quand je vois des matchs de l'Atalanta, ce Lookman, franchement, je trouve qu'il a de la volonté, il fait des efforts, etc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des profils qui, comme Mason Greenwood, peuvent nous faire gagner des matchs, mais qui en plus mettent plus d'abnégation, plus de détermination? Oui, je le pense. Donc si on laisse partir Mason Greenwood contre un gros chèque, mais qu'à l'inverse, on récupère un joueur qui est aussi un game changer, mais avec plus d'implication, plus de volonté, plus de hargne, pourquoi tu voudrais que je ne sois pas d'accord? Maintenant, si c'est pour vendre Mason Greenwood et faire venir l'équivalent d'Amin Harit, je t'embrasse Amine, non, je préfère garder Mason Greenwood. Donc c'est pas tant qui on va vendre, c'est surtout qui on va faire venir pour remplacer. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et pas tous en même temps. Sur le 11 de départ de cette année, j'espère qu'il restera au moins 7 joueurs de cette saison. Après, ils vendent les 4 qui veulent, avec la plus grosse plus-value, s'ils veulent faire des plus-values. Ils les remplacent par aussi fort. Mais voilà, il faut garder nos satures malgré tout. On ne peut pas changer les 10 joueurs là. Tiens, il y a Elgoff Team qui me dit Longoria a pris la parole sur LinkedIn. C'est vrai qu'il aime bien faire ça maintenant. Je vais essayer de me connecter et pour regarder ce qu'il a pu dire notre ami Pablo Longoria. On va passer à la deuxième coupure pub avant de passer aux appels. Il y a déjà deux auditeurs en attente qui sont prêts à discuter avec nous. La coupure pub tout de suite. Parfait, merci Loïc. Et on va pouvoir passer à la troisième partie de notre émission. Vas-y Seb, je te laisse prendre le relais. En attendant, je regarde pour trouver le poste de Pablo Longoria. Non, mais il y a le fou et la foi qui dit, là je ne suis plus d'accord avec Seb, des départs mais avec parcimonie. La seule chose que je vous dis, c'est que il faut de la stabilité dans ce club, il faut de la stabilité dans cette équipe. Donc oui, pour garder 7-8 joueurs, mais après, en changer 3 cette année, je suis pas contre. Voilà. Moi, je veux pas qu'on fasse comme on a fait cette année, où on a quasiment renouvelé tout l'effectif en début de saison. Je veux dire, à part Balerdi et je sais même plus qui est Rongier, sinon quasiment tout le reste a changé. Donc, moi, ce groupe-là, je le conserve de toute façon, parce que c'est facile, hein, si tu veux faire l'équipe de l'année prochaine en t'appuyant sur tes meilleurs éléments, tu vas dire, je garde Rouli, je garde Balerdi, je garde Murillo à droite, il me faut quelqu'un dans l'axe avec Balerdi, il me faut quelqu'un sur le côté gauche. Moi, personnellement, en remplaçant, je garderai Garcia et pas Merlin. Au milieu de terrain, on va garder Holberg, Rongier, Benasser et Rabiot, donc on va garder les 4 pour continuer l'aventure l'année prochaine. Devant, on garde Guerri, on garde Greenwood. Voilà, une fois qu'on a gardé tous ces joueurs, mais on a de la chance. L'Inter veut nous mettre un beau chèque sur Enrique. Pour le coup, moi, si c'est lui qu'on change pour l'année prochaine, je suis content. Parce que je trouve que même s'il a fait des bonnes prestations et que je l'ai souvent défendu, il a quand même été extrêmement décevant. Si c'est Kondogbia qui s'en va, je suis content aussi. Mais si avec Enrique on va prendre des sous, c'est sûr, ça sera pas le coup avec Kondogbia. Donc Merlin, on va pas le vendre non plus 70 millions, tu vois ce que je veux te dire quand t'es Merlin. Donc il y aura peut-être une pièce ou deux maîtresses, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, qui partiront lors de ce mercato et il faudra l'accepter s'il y a des vraies sommes en face. C'est ce qu'il dit le président. Oui, je vais le lire, j'ai trouvé l'interview, mais il y a Charlie Goyard qui dit Greenwood, s'il est faussé un d'or, il restera. Vous verrez les résultats. Pour l'instant, je vais pas vous dire la tendance que c'est. Aubameyang, il était faussé un d'or, il n'est pas resté. Alexis Sanchez, il était faussé un d'or, il n'est pas resté. Bref. Et Dieu sait que Roberto Zerbi, d'ailleurs, cet été, lui voulait vraiment garder Aubameyang. C'était un peu une des promesses qu'on lui avait fait. Il était un peu déçu d'ailleurs de ce côté-là du départ d'Aubameyang. Je vais vous lire, avant de passer à la partie des appels, je vais vous lire la déclaration de Pablo Longoria. Cette semaine, l'Olympique de Marseille a validé son retour en Ligue des Champions. Ce n'est pas une récompense, c'est une reconquête et une affirmation.
Plus qu'un objectif atteint, c'est une démonstration ce que l'OM peut devenir quand il reste fidèle à lui-même, exigeant, rebelle, solidaire. Cette saison, beaucoup ont essayé de nous faire tomber. Certains ont semé le doute, voulu créer la division, miser sur l'explosion, ce que tu disais un peu Seb tout à l'heure. Mais ce club a tenu parce que des femmes et des hommes en interne ont fait le choix de l'unité, parce qu'ils ont cru en ce projet comme à quelque chose qui leur appartient, chacun à sa place. Je veux remercier nos joueurs pour leur engagement, leur constance, leur capacité à inverser la dynamique. Je remercie Mehdi Benatia pour son leadership, sa force tranquille et la direction qu'il a donnée au groupe. Je remercie Roberto De Zerbi pour son travail remarquable, sa rigueur et surtout sa foi constante dans ce que nous construisons. Je remercie aussi mes collaborateurs les plus proches, ceux qui dans les moments de tension ont tenu le cap, pris les décisions qu'il fallait, toujours avec intégrité et détermination. Et je remercie évidemment les salariés du club qui ont défendu leur travail, leur institution face aux comportements nocifs. Ils n'ont pas attendu qu'on leur dise quoi faire, ils se sont levés ensemble. Merci aussi à nos supporters, vous avez été moteurs à domicile comme à l'extérieur. Il y a un moment qui m'a profondément marqué, ce tifo contre Nantes, seul contre tous. Cette phrase m'a bouleversé, elle m'a accompagné toute la saison. Elle résume une vérité profonde. Dans les moments difficiles, notre force, c'est l'union. Être lucide sur les pressions extérieures, sur les volontés de nous affaiblir, c'est aussi apprendre à grandir. Je veux féliciter chaleureusement notre équipe féminine qui a validé son accession en D1 Arkema, la première division. 8 victoires consécutives pour conclure la saison, un objectif atteint avec exigence et courage. Bravo aux joueurs, au staff et à Stefano Petoluzzo pour son travail exceptionnel mené depuis des mois. Cette saison a posé les fondations d'un projet, un projet qui veut durer, s'élever, affirmer une identité marseillaise forte et une ambition européenne claire. À Noël, j'ai pris un engagement devant les salariés. Si nous atteignions la Champions League, chacun serait reconnu. En serait reconnu, c'est une façon de dire votre rôle est essentiel, votre place compte. Cet engagement sera tenu. Rien n'est terminé. Samedi à l'Orange Vélodrome, il reste une marche pour aller chercher la deuxième place, pour conclure une saison ensemble, pour montrer encore une fois que quand l'OM est uni, il est capable de tout. Allez l'OM, seul contre tous. Il y a quand même des messages passés par Pablo Longoria là, dans cette déclaration. On parle encore d'environnement nocif, ce qu'a mis pas mal, ce qu'a pointé du doigt aussi Mehdi Benatia toute cette saison-là. Ce serait bien qu'un jour il puisse venir aussi s'exprimer sur notre plateau, parce que pour qu'il explique aussi ce que c'est l'environnement un peu nocif. J'allais dire Kélian Abdallah, pas du tout. Aide-moi Seb, qui était avec nous sur le plateau. Kassim Abdallah en avait parlé un petit peu d'environnement nocif à l'OM. Il avait été un peu clair sur ce sujet, mais en tout cas une belle prise de parole de Pablo Longoria. On va poser. Mais Slim, juste pour rappeler, parce que comme tu le dis, Kassim l'avait très bien expliqué et je trouve que c'est important de le remettre en avant. Il disait, quand on parle d'environnement nocif, tu as l'impression que tu dis y a des gens qui sont contre le club ou qui sont là pour semer le trouble ou créer des problèmes. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Alors qu'en réalité, ta mère, elle peut être nocive avec toi. Oui, voilà, c'était ça. Parce que elle va te dire, oh fils, tu viens ce soir, maman, je joue demain. Il y a ton cousin qui vient, ça va, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, j'ai organisé un repas de famille, tu pars pas tard, tatata. Ok, maman, je vais venir. Et du coup, tu vas faire la soirée. Allez, un petit coup un coup de rouge et tout. Non, maman, je joue demain. Allez, ça va, c'est pas parce que tu vois. Et tout ça fait que, au lieu de rester focus sur ton match, mais ta mère, elle t'aime d'amour. Elle n'est pas là quand elle t'invite, elle est contente de te voir avec la famille, avec le cousin. Donc, des comportements, quand on parle de comportements nocifs, ça peut être aussi par moment et parfois des gens qui aiment beaucoup les joueurs, qui sont proches. C'est pas pour nuire, si la maman elle fait ça, c'est pas pour nuire sur les performances de l'Olympique de Marseille, c'est pas pour casser les pieds à qui que ce soit, c'est juste qu'elle aime son fils. Et c'est là que ça devient nocif. Et le fait que De Zerbi dit on fait le retiro, regarde Mason Greenwood, il vient d'être papa. Si ta femme elle te dit le petit tu es en pleine nuit tu dors, parce que ta femme c'est un être humain aussi, c'est pas parce qu'elle n'est pas joueuse de foot, c'est pas parce qu'elle n'est pas présidente de la République qu'elle n'a pas de valeur. Et tous les êtres humains ont la même valeur, en tout cas à mes yeux. Donc s'ils sont en train de dormir et qu'elle tape le coude, elle lui dit chérie le bébé il dort, tu peux aller lui donner le bibi. Ouais mais gros, si le lendemain il y a match, tu vois ce que je veux te dire?
Et après, oui, ça c'est une organisation à avoir dans la famille. Alors, je vais rien. Enfin, j'en avais discuté justement avec Valentin Rongier cette saison avant un entraînement, et il m'avait dit que lui, parce il a un petit aussi, il m'avait dit que lui, il se levait pas dans la nuit. Ils avaient convenu ça avec sa conjointe. Mais je te donne des exemples théoriques. Non, mais je comprends ce le que tu dis. petit, il est malade. Le petit, d'un coup, il est malade, tu vois, et sa femme, elle le dit, putain, chérie, il va à l'hôpital. Le mec peut pas faire abstraction. Par contre, si il est à Rome avec le reste de l'effectif, tu vois ce que je veux te dire, eh ben, sa femme, elle va appeler sa mère, elle va appeler son frère, elle va appeler d'autres personnes, d'autres ressources. Et peut-être qu'une fois que le problème sera réglé, elle va l'appeler en disant, bon, le petit, il était malade, mais on a réglé. Ce que je veux dire par là, c'est que des comportements nocifs, c'est pas forcément des comportements qui visent à chercher des problèmes, à nuire, à casser les pieds. Et je serais tenté de dire, pour faire un parallèle, et je pense pas trop me tromper, les arbitres, je pense pas qu'ils soient nocifs dans le sens qu'ils sont contre l'OM. Quand je vois les matchs du Barça, de l'Inter, du Real, de Paris, de tous les clubs, tu vois des dingueries. Oh là, le penalty qu'ils n'ont pas donné, Barça-Real, le Barcelonais, il tape. Tu as une main, en plus c'est un joueur français là, Tchouaméni, il a la main, elle est comme ça, frère. Il empêche le ballon. Va vraiment vers le but. Mais le ballon, il est carrément, le mec marque a priori, ou alors il faut que Courtois fasse la parade. Les mecs, ils voient la VAR. Et ils disent l'arbitre avait dit penalty, et ils disent non, il n'y a pas penalty. C'est comment? Donc c'est pas qu'ils sont contre l'OM, c'est qu'ils sont nuls. C'est ce que je vous dis depuis des années. Les mecs, je sais pas, ils voient des actions. Le mec a le bras là, l'autre il tire, il empêche le ballon. Il y a pas main. Bon, après tu peux plus rien dire. Donc les comportements nocifs, c'est pas forcément sciemment. Il y en a qui peuvent avoir des comportements nocifs parce qu'ils cherchent à déstabiliser le club. Je pense à certains journalistes. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, moi, j'ai vu pas mal de messages passer dans le chat en disant ça ressemble à un message d'adieu. Non, pas du tout. Je pense pas du tout que ce soit un message d'adieu de Longoria. Au contraire, il réaffirme un peu l'ambition pour la saison prochaine. On va passer aux appels, justement, si vous voulez débattre de ce sujet tout de suite. Les appels, à vous la parole.